Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai un champion qui est notre invité d'honneur, Mohamed El Markouchi, champion d'Afrique, double champion de Belgique, détenteur du 4e place européenne en 2011 et membre de l'équipe olympique belge. Mohamed, bienvenue dans Écoféminisme. Merci. Merci à toi d'être venu. Samedi dernier, vous étiez en compétition pour préparer le championnat mondial de boxe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'était un premier combat, un premier test match le samedi passé, donc le 18 novembre, et qui a été avec succès. Donc j'ai gagné avec succès les 8 rounds. J'ai pris les 8 rounds. Félicitations. Merci. Malgré tout, c'était quelqu'un de coriace. Et parce que malgré tous les coups que j'ai donnés, il voulait rien savoir, donc j'arrivais pas à l'achever avant. Donc voilà, donc c'était un adversaire assez redoutable. Donc on a terminé donc les 8 rounds. D'accord. Mohamed, donc vous êtes aujourd'hui pour Écoféminisme parce que vous avez un parcours exceptionnel, vous avez commencé assez jeune et vous avez découvert votre passion pour la boxe, mais aussi vous êtes un symbole pour plusieurs jeunes en Belgique de réussite et une success story. Est-ce que vous pouvez parler de cette expérience des États-Unis, parce que maintenant vous êtes à Miami, donc vous êtes installé pour découvrir le boxe international. Est-ce que vous pouvez parler de cette expérience? Oui, pour moi, les États-Unis, c'était un rêve depuis tout jeune. Donc je me suis dit, les jours où je passe professionnel, donc après ma carrière amateur, je me suis dit, voilà, le jour où je passe professionnel, je vais tenter ma chance aux États-Unis. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais pris mon épouse avec moi. Et on a été aux États-Unis, on a été tenter la grande aventure. Et voilà, ça nous a bien réussi, on est resté là-bas pendant 4 ans. Et on a vu un petit peu comment ça se passait là-bas, les autres mentalités, c'est notre mentalité, c'est notre fonction de vie. Donc on connaît la fonction de vie ici en Belgique. Et voilà, donc on est parti là-bas donc avec une fonction de vie de la Belgique, mais en fait c'est totalement différent. C'est un petit peu compliqué, c'est pas comme ce qu'on voit à la télé. Il y a beaucoup de pièges. Mais voilà, c'était un rêve que je voulais avoir. Donc, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai réussi. Et j'ai monté mon parcours là-bas en tant que boxeur professionnel. J'avais un manager, et je l'ai toujours, entre guillemets. Et voilà, donc on essaie maintenant de travailler avec les États-Unis, avec la Belgique et le Maroc. Donc essayer de faire une belle carrière entre ces 3 pays-là. Ok. Vous êtes champion d'Afrique, donc vous avez représenté le Maroc, et aussi vous êtes champion de Belgique, donc vous avez présenté la Belgique. Donc vous avez une double nationalité, une double culture, et vous êtes fier de cette double culture. Est-ce que vous pouvez parler de cette identité que vous représentez sur l'échelle mondiale, quoi? En fait, l'identité, elle est la chance, tout d'abord, la chance qu'on a, c'est d'avoir la double nationalité. Tout à fait. Voilà, belgo-marocain. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on doit toujours montrer, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, qu'on est toujours redevable. Donc ça veut dire, quand on est belge, on doit toujours montrer que voilà, allez, je suis marocain, donc je dois tout faire pour montrer que voilà, je suis belge avant tout, et voilà, avec l'identité marocaine, ou avec le prénom marocain, ou arabe, on va dire. Et quand je suis au Maroc, je dois montrer, voilà, je suis un fils d'immigré. Donc voilà, donc notre place, elle est un petit peu perdue. On se sent toujours au milieu. On n'est ni chez soi ici en Belgique, ni chez soi au Maroc. Donc après, on se retrouve au milieu. On doit se battre à chaque fois pour montrer que voilà, je me bats pour la Belgique et je me bats aussi pour le Maroc. Et ça, des fois, qui est un petit peu compliqué. Mais sinon, voilà, je le vis bien. Je le vis bien et je me battrai tout le temps. Donc c'est ce que j'ai fait depuis le début. C'est ce que je voulais faire aussi, et montrer aux gens que voilà, je suis un Marocain. Mais tout d'abord, je suis belge. Je suis né ici en Belgique. J'ai la chance d'être belge. Et je remercie aussi la Belgique pour ça, pour la chance qu'ils ont donnée à mes parents. Et voilà qu'on est aussi redevable, mais à une certaine limite. Après, voilà, on est citoyen belge. Et on a notre identité belge. Donc voilà, donc je me dis que je me battrai, mais je me battrai tout le temps. Quoi qu'il arrive. Ok. Donc l'expérience des États-Unis, on va revenir parce que quand vous avez dit, vous avez découvert, vous êtes parti à l'aventure, vous avez découvert un manager, vous avez découvert le business à l'américaine, l'aventure, le rêve américain. Comment vous avez vécu cette aventure? Parce qu'à un certain moment, vous avez senti un certain désespoir et vous avez dit non, est-ce que je dois revenir en Europe? Est-ce que je dois rester aux États-Unis? Comment vous avez vécu cette aventure américaine? Franchement, je l'ai bien vécu.
à chaque fois, pour vous dire, à chaque fois j'ai eu des shutdowns. Donc voilà, où je me disais, je dois retourner en Europe parce que voilà, c'est quand même un monde fou ici parce que ça parle que de business. C'est un monde où on parle que d'argent. Et à chaque moment où je perdais un manager, il y a un autre manager qui se présentait. Donc, grâce à Dieu, vraiment, c'était des moments où tout était... Voilà, donc je remballe les bagages. Et grâce à Dieu, il y avait à chaque fois une autre personne sur mon chemin qui me disait, Mohamed, c'est bon, moi je veux bien investir sur toi et je sais que tu en es capable. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça nous a réussi. Donc au jour d'aujourd'hui, ça nous a réussi. Donc j'ai une belle expérience. Donc moi, je peux parler des États-Unis dans le sens des États-Unis que moi je connais de Miami, donc de la région de la Floride. C'est que voilà, c'est des gens qui sont bien, mais qui parlent que de business. Ça tourne qu'autour du business. C'est si t'es un numéro en fait. Voilà, c'est que si tu leur apportes quelque chose, ils travaillent avec toi. Une fois qu'ils ont ce qu'ils ont, ou bien une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ou bien une fois que c'est fini. Voilà, t'es mis à la porte ou tu vas voir ailleurs. D'accord. Penses-tu que la culture de l'entrepreneuriat et du business doit aussi venir en Europe? Cette culture où c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, mais on a besoin quand même de créer de l'emploi, on a besoin d'avoir des jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui vont à l'aventure, qui créent des projets comme ça. Oui, moi je trouve que, voilà, en fait, c'est bien ce que vous dites, c'est une très bonne question parce que tout d'abord, il faut que ce soit un travail de tout le monde parce que dans nos cultures ici, c'est quoi? C'est aller au travail et rentrer à la maison. Voilà, c'est quand tu regardes dans le métro, voilà, c'est une routine. Il n'y a rien d'autre qui fait que pour divertir les gens. Maintenant, ça commence. Il y a l'équipe de hockey, il y a l'équipe de foot, il y a, voilà, qui commence à remonter. Il y a le tennis, maintenant aussi, qui commence à redonner l'image. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est aussi sur un one-shot. C'est donc, ils visent qu'une personne, ils ne regardent pas les gens qui peuvent suivre à côté. Donc, une fois que la personne perd, ils ferment les télés, voilà, on ne regarde plus ce sport-là, on regarde autre chose. Et c'est ça qu'il faut investir sur cette jeunesse-là. Il faut aller vers cette jeunesse-là et vers le futur, pas que sur une personne. C'est pas parce que maintenant cette personne-là a eu des records ou fait des belles choses qu'il faut filmer que cette personne. Non, il faut aussi filmer les autres personnes qui sont derrière, qui rêvent de la même chose. Et de leur donner aussi leur chance de passer à la télé. Et je trouve que c'est un combat que tout le monde doit mener, que ce soit politique ou que ce soit médiatique. Et la jeunesse, bien sûr, qui fait aussi le plus gros travail parce que c'est eux qui sont confrontés à des sports individuels et à des sports difficiles. Donc je pense que c'est un boulot qui doit se mener au milieu qui doit se mener, que tout le monde doit faire avec, quoi. D'accord. Ça c'est en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais en ce qui concerne l'éducation et l'enseignement, parce que on a vu dans ton parcours qu'à un certain moment t'as voulu arrêter l'école, t'as eu ce moment où t'as dit bon, l'école ça sert à rien, j'arrête, je vais faire autre chose. Donc comment peux-tu donner un conseil aux jeunes qui veulent arrêter l'école ou qui pensent que c'est une bonne direction à prendre de faire autre chose que l'école? Est-ce que c'est primordial d'aller à l'école? Est-ce que c'est important de trouver sa passion, de se focaliser sur son rêve? Pour moi, tout d'abord, l'école, c'est important. Voilà, moi, c'est ce que j'ai aussi. C'est ce qu'au début, c'est ce que, voilà, avec mes amis et tout, voilà, les mauvaises fréquentations, parce que la plupart des jeunes, ils en parlent encore à la radio ce matin, la plupart des jeunes de 16-18 ans n'ont pas de diplôme, n'ont pas de bagage. Ouais. Et voilà, et ce qu'il y a, c'est que moi, à 16 ans, tous mes amis, à 15-16 ans, ils n'allaient plus à l'école. La plupart de mes amis, ils n'allaient plus à l'école. Et alors, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Vas-y, c'est bon, il faut chercher un job. Et mon père me dit tout le temps, Mohamed, écoute, continue ton école. Continue. Mais voilà, votre père, il se sent impuissant quand il voit que voilà, on est en âge de puberté. Voilà, il sait quasi rien faire. Et puis après, ce qu'il m'a dit, ben, va au boulot et va chercher un job étudiant et tu verras. Même les jobs étudiants, c'était difficile parce que voilà, on vient de parents immigrés, voilà, marocains, donc c'était pas aussi évident que ça d'avoir un job étudiant. Voilà, j'ai su en avoir un dans un boulot. Je peux vous dire que c'était au dépôt d'un magasin. Et c'était à 3h du matin à commencer et finir à 11h à midi. D'accord. Et je voyais donc c'est des horaires difficiles. Voilà, très difficile. En plus en été, donc va pour dormir, va pour te réveiller parce que voilà, il fait chaud. Et je voyais des parents là travailler, mais je vous raconte pas. Donc en plus, il y avait un certain temps, donc c'était des colis à prendre, donc on avait des colis à faire. D'accord. Donc on avait un certain temps, donc on n'avait pas le temps à notre aise, non, il fallait aller vite, parce qu'on était cotés. Pour avoir 1 euro en plus par colis, les gens, il fallait les voir à 3h du matin, à 4h du matin, en train de transpirer. Et moi, pour moi, je vous promets, j'allais super vite. Pour moi, j'allais à fond.
je faisais 50%, 53%. J'arrivais à jamais faire plus que ça. Et là, je les regardais, les pauvres, je disais, purée, pour 1 euro en plus, regardez comment ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas possible, c'est pas un boulot pour moi. Et là, j'ai regardé mon père, je dis, papa, tu avais raison, je te remercie. Je lui ai embrassé la tête et j'ai dit, voilà, je retourne à l'école. D'accord. Et c'est pour ça que je veux dire à ces jeunes qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, n'oubliez pas que sans diplôme, c'est qu'un bout de papier, je le sais. Mais voilà, il faut essayer surtout l'écrit, surtout étudier pour pouvoir avoir quelque chose, un bagage en main et pour pouvoir aller se défendre quand on va devant un patron et savoir parler, savoir dialoguer avec ces gens-là et pas le langage de la rue ou des langages inappropriés. Donc avec un respect, savoir respecter tout parce qu'à l'école, il ne faut pas oublier que le problème d'aujourd'hui, c'est que l'école aussi n'est plus adaptée à ces jeunes-là. C'est tout un système en fait que voilà, les profs ont abandonné, les élèves ont abandonné. Donc voilà, c'est un abandon de tout et tout le monde. Je trouve qu'il faudra avoir une structure pour réencourager ces jeunes-là. Et en fonction de les encourager, de leur donner leur passion qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire s'il y en a un qui aime un sport, qu'il aille maintenant avec le nouveau ministre Rachid Madran qui s'occupe des sports. Je sais qu'avec lui, maintenant, il y a des possibilités avec les écoles, il y a des accords avec les écoles d'avoir des possibilités. Donc ça, c'est déjà des trucs à prendre. Donc pour pouvoir permettre à ces jeunes de profiter de ces horaires-là pour pouvoir aller faire leur sport qu'ils aiment faire et pour pouvoir essayer d'aller au top niveau. Et en fait, il y a un conseil que vous avez évoqué pour les jeunes, c'est le fait de faire des connaissances, d'élargir son réseau, de faire du networking, surtout aux États-Unis. Ça, c'est l'expérience que vous avez vécue. C'est qu'avoir un diplôme, c'est bien, c'est efficace, mais il faut aussi élargir son cercle d'amis ou son cercle de partenaires pour pouvoir aller plus loin dans sa carrière. Et puis, ben voilà, parce que en fait, c'est bien que vous parliez de ça parce qu'il y avait mon épouse, elle est fort sociale. Donc, et moi, j'étais quelqu'un assez souvent de réservé. Et puis elle me dit, moi, mais tu dois plus discuter avec les gens et tout. Et au début, j'arrivais pas. Et après, j'ai remarqué qu'en fonction de l'éducation qu'elle m'a donnée, que j'allais plus vers mon prochain. Donc j'allais plus vers les gens, j'arrivais plus à discuter avec les gens et tout. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre maintenant aussi aux jeunes de la salle. Donc j'ai un petit qui est très très bon, qui s'appelle Moussa Sakali. Et lui aussi, il est un petit. Quand je le regarde, il était comme moi quand j'avais son âge. Donc assez réservé. Quand il y avait des rendez-vous, par exemple, avec des radios ou autres, avec des médias et tout, j'y allais pas. Parce que voilà, je voulais pas aller me montrer. J'ai toujours réservé, je dis, c'est pas pour moi. Mais en fait, non, je lui disais non, qu'il faut aller, qu'il faut parler avec les gens. Et dans les salles de sport, on rencontre pas mal de gens. Donc il y a des avocats, il y a de tout. Il y a des médecins, il y a des ostéopathes, donc il y a des profs. Donc on peut vraiment rencontrer des gens qui vont vous ramener peut-être vers des autres connaissances. Mais c'est en discutant et en allant vers son voisin. Mais en restant dans son coin, on n'arrivera nulle part. Et peut-être pour aussi avoir un job. Donc c'est vraiment de bien discuter avec les gens pour pouvoir ouvrir des autres portes qui sont fermées actuellement. Ok. Parlons des jeunes et d'aller sur le terrain. Je sais que c'est un sujet assez délicat, mais on a eu dernièrement la commémoration du deuxième anniversaire de l'attentat de Paris. Et donc, quand on parle de ça, c'est pour nous, les Belges, c'est un anniversaire qui est assez triste parce que ça nous rappelle le problème du radicalisme et du terrorisme ici en Belgique ou en Europe. Comment vous pouvez donner un conseil, que ce soit aux politiques ou aux acteurs sociaux et aux jeunes pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme? Parce que rappelons les auditeurs et les téléspectateurs que vous venez aussi du quartier de Molenbeek, mais vous êtes quand même un succès, l'image d'un homme qui a réussi, qui est allé trop loin à Miami et qui a porté le championnat de la Belgique et de l'Afrique. Mais vous tenez à cœur ce sujet-là et vous voulez quand même sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Oui, moi tout d'abord, au plus grand, c'est simplement de dire à ces jeunes-là, c'est d'apprendre. Voilà, parce que regarder sur les réseaux sociaux et autres, voilà, tout le monde sait le faire, on peut gober tout ce qui passe. Mais c'est vraiment d'apprendre la religion. Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on m'a toujours appris, c'est le respect de la divergence. Parce que même pour ça, voilà, pour un bête geste, il suffit de voir quelqu'un qui prie différemment que toi,
tu commences déjà à le stigmatiser en lui disant oui, toi t'es pas un musulman, toi t'es ci, toi t'es ça, alors que cette méthode-là, elle est légiférée dans la religion. Il suffit simplement, c'est simplement qu'il suit notre école et que voilà, qu'elle a des traces. Et c'est pour ça que moi je me dis que voilà, tant qu'on n'apprend pas aux gens, comme ils parlent d'un islam de Belgique ou un islam de tel ou tel. Européen. Oui, voilà, européen. L'islam, c'est l'islam. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut simplement connaître le respect de la divergence. Et voilà, c'est pas parce qu'ils appliquent des lois autre part dans un autre pays que nous, on doit appliquer les mêmes lois. Non, chacun a ses lois. Et chacun respecte ses lois. Voilà, il faut respecter simplement les divergences. Et aussi, ce que je veux dire, pour ces jeunes qui sont encore beaucoup plus petits, c'est d'apprendre depuis la maternelle. On ne va pas dire vraiment depuis tout petit, mais on va dire depuis, par exemple, la quatrième, la dernière maternelle et la première primaire, de vraiment intensifier les cours de religion et de leur apprendre le respect de la divergence, le respect du prochain. Parce que moi c'est pas au nom de ma religion qui tue les gens. Parce que moi, quand je connais l'histoire de mon prophète et quand on parle des fois, même quand on parle des fois des salafistes, on dit mais ce qui veut dire le nom salafiste, c'est ressembler aux pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, c'est qui? C'est quoi? Il faut connaître ces gens-là. Personne ne peut être à leur niveau au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui respectaient, des gens qui avaient de l'amour, des gens, même une mouche, ils ne pouvaient pas la tuer. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de lui, il a tué lui, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, au nom de la religion. Ce n'est pas ma religion à moi. Et voilà, c'est ce message-là que je veux faire passer. Et c'est vraiment que voilà, il faut apprendre et connaître nos pieux prédécesseurs comme ils étaient. Pas de montrer l'islam égal à terroriste. Non, l'islam égal à la paix, à l'amour. Moi, jamais j'ai entendu que le prophète il est revenu en frappant quelqu'un ou au contraire, on le frappait, on l'insultait et tout. Et il a répondu par quoi? Par l'amour. Et c'est comme ça que les gens ont embrassé la religion. C'est pour ça que pour moi, je trouve que tu peux être juif, tu peux être ce que tu veux, il faut respecter son voisin. Voilà, moi c'est le message que j'ai envie de faire passer à tout et tout le monde, c'est que voilà, c'est que il faut respecter les autres religions, et chacun sa religion, et avec le respect, avec un sourire tout le temps, matin, midi, soir, voilà, et toujours on reste. En tout cas, le sourire vous l'avez. Hein. Merci. Ouais. Et en ce qui concerne le boxe féminin, parce qu'on avait cette émission, elle parle souvent de l'égalité homme-femme et aussi du respect de l'environnement, mais aussi des jeunes, l'entrepreneuriat, etc. Mais vous m'avez parlé du boxe féminin parce que dans votre équipe, vous entraînez aussi les filles et vous avez aussi des championnes. Oui, on a aussi des championnes, on a pas mal de filles. Et ça commence parce que moi, aux États-Unis, j'entraînais donc pas mal de stars, aussi des filles. Donc je ne sais pas si vous connaissez Adriana Lima, celle qui est donc Victoria's Secret. Pas personnellement, mais bon. Donc j'ai entraîné aussi pas mal de stars et tout. Et honnêtement, je veux dire, pour moi, la boxe féminine, c'est une mentalité aussi aux États-Unis qui est fort réputée. C'est pas, les gens ils pensent souvent la boxe égale à terreur, à frapper, voilà, c'est vulgaire. Non, au contraire, pour perdre du poids, pour se sentir bien, pour avoir une confiance en soi et pour voilà, affronter des choses qu'on rencontre tous les jours au quotidien. C'est le sport, c'est la boxe. Pourquoi la boxe ou les autres sports, que ce soit quel sport que vous faites. Pourquoi? Parce qu'on se rend. Les sports de combat. Voilà, surtout parce qu'on a une certaine confiance en soi. On se dit voilà, j'ai pas peur, j'arrive, donc voilà, j'affronte mes difficultés et je vais de l'avant. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour les femmes et surtout de mélanger, de voir un petit peu ce qui leur intéresse, parce que les salles sont bien grandes ouvertes pour tout et tout le monde. Et c'est pas parce que voilà, non, il y a trop de garçons, ou même s'il y en a, je sais qu'il y en a des fois ils n'aiment pas se mélanger, je comprends aussi parce qu'ils sont un petit peu complexés, ou voilà, ils veulent être entre filles. Il y a aussi des cours qui se donnent que pour des filles. Et ceux qui veulent se mélanger, ils peuvent se mélanger, comme ceux-là qui ne veulent pas, ne le font pas. Donc voilà, les portes sont grandes ouvertes, il faut simplement les pousser. Ok. Et vous avez parlé aussi des cours de self-defense qui sont des cours assez importants. Et vous avez parlé de la question de confiance parce que de nos jours, il y a beaucoup la question du harcèlement de rue qu'on reconnaît, que ce soit ici en Belgique ou en France ou ailleurs. Et des fois, les femmes, elles se sentent beaucoup plus confiantes quand elles connaissent, par exemple, le sport de combat. Mais vous avez parlé aussi d'une question de confiance même par rapport à une réaction, c'est psychologique, à une réaction verbale aussi que physique.
Oui, parce que pour moi, la verbalité, c'est la meilleure réponse. Voilà, donc quand on arrive à discuter, mais tout d'abord, il faut avoir confiance en soi. Ouais. C'est comme quand, par exemple, quelqu'un vient nous agresser, on sait qu'on a une arme dans le sac, je pense qu'on sera plus confiance parce qu'on a quelque chose. Ouais. Et ben, c'est la même chose quand on sait qu'on a une arme dans le sens que pour se défendre, donc ça veut dire self-défense ou de la boxe ou du karaté ou n'importe, on aura moins peur. Mais plus quand on ose parler directement, et bien parler avec un sourire ou avec un truc ou avec une belle réponse. Voilà, il y a des gens qui ont ça directement, donc le tac au tac. Ouais. Et de bien savoir répondre, je pense que voilà, après, on remet les personnes en place et après, ça ne suit plus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles, ils veulent toujours rester collés. Mais voilà, après, il y a des autres. Après, c'est la boxe. Voilà. On passe à l'étape supérieure. Oui. Ok, Mohamed, quel est le message que vous voulez lancer aux jeunes et quelle est la citation qui t'a influencé dans ta vie, qui a changé ta vie, ton motto en fait, t'as parcouru, tu es jeune quoi, mais t'as parcouru parce que t'as commencé depuis ton jeune âge ta carrière en tant que boxeur et t'as eu beaucoup de ups and downs et t'as été aux States. Donc quel est ton motto en fait? Moi, pour moi, tout d'abord, honnêtement, c'est la religion. Moi, c'est vraiment la religion qui m'a permis d'avoir une certaine sérénité. Donc voilà, une certaine sérénité. Et puis c'est les parents. Les parents, donc mon père et ma mère, qui m'ont toujours soutenu. Et puis il y a mon épouse et ma famille quoi, qui m'ont toujours soutenu, mon entourage, qui a toujours été là pour moi dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Et pour cette jeunesse, pour moi, je trouve que voilà, le message que j'ai vraiment à faire passer, c'est que voilà, toujours tout d'abord écouter les parents. Ils ont de l'expérience. C'est pas parce qu'on vous dit non, c'est toujours la même histoire et tout. Ils savent pourquoi. Tout le monde fait des erreurs aussi. Donc voilà, et c'est surtout de ne pas rester dans son coin. C'est d'aller dialoguer, d'aller vers les gens, vers les profs, aussi surtout l'école, de savoir discuter avec les profs, les éducateurs, parce qu'ils sont sur le terrain. Voilà, moi je peux vous parler de mon expérience à moi. Mais voilà, comme j'entends des fois les gens qui viennent d'une autre ville ou d'une autre ville qui viennent parler de Molenbeek ou personne ne peut parler de Molenbeek à part les gens qui habitent à Molenbeek. Ouais, je pense aussi. Voilà, c'est vraiment chacun. Des fois la mentalité, comme par exemple, moi je suis à la salle à XL, quand je vois la différence de mentalité juste de Molenbeek à XL, je vous assure, au début j'arrivais pas à y croire. D'accord. Il y a des choses chez vous qui sont beaucoup plus laxes que chez nous. Entre copains. Entre deux communes bruxelloises. C'était vraiment l'opposé. Et il y a des choses chez nous qui étaient plus laxes que chez eux, étaient beaucoup plus strictes. Ouais. Et voilà, c'est ça qui a fait un petit peu que j'ai eu une certaine éducation de part et d'autre, qui m'a fait un beau mélange, je trouve. Allez, j'espère en tout cas. Oui, bien sûr. Et quel est ton conseil pour tout ce qui est stigmatisation des jeunes? Si on stigmatise les jeunes, quel est ton conseil pour aller au-delà de la stigmatisation? C'est le mental. Voilà, c'est le mental. J'ai pas envie de dire ce que tout le monde dit, oui, il faut continuer, il faut travailler. Non, pour moi, c'est le mental, c'est réfléchir à comment être encore meilleur et comment être encore plus utile pour la société. Parce que quand on est musulman ou quand on porte une étiquette, on doit montrer qu'on est toujours le numéro 1. Ça veut dire dans chaque chose qu'on fait, on essaie de le faire à chaque fois avec la perfection. Il y en a beaucoup qui vont peut-être dire « Ah ouais, mais on en a marre de montrer ». Mais le musulman ou la personne qui est correcte, elle fait les choses bien tout le temps. Elle ne peut pas faire les choses à moitié et cacher le reste. Non, elle fait toujours les choses à 100% parce que sinon elle sait qu'elle aura des remords quoi qu'il arrive. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Et c'est pour ça que moi je trouve que les personnes doivent vraiment essayer de travailler sur leur caractère tout d'abord. Leur caractère, leur pensée et leur bien-être. Et voilà. D'accord, bien sûr avec le sport. Merci Mohamed El Markouchi pour cette interview et pour cette inspiration parce que votre parcours est très inspirant et on est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui et on vous remercie, on vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que vous aurez le championnat de Belgique cette année. Inch'Allah. Je vous remercie. Okay. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et on vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.